Salut, ici Jean-Marie Lapointe, bienvenue à Porte-Parole. Par cette émission, on veut vous toucher, vous inspirer, vous partager la démarche personnelle et intime de notre invité, découvrir le sens de sa vie et aussi du but de son existence à travers son rôle de porte-parole. Je vais citer Viktor Frankl qui disait « L'important n'est pas ce que nous attendons de la vie, mais ce que nous apportons à la vie. » Au lieu de se demander si la vie a un sens, il faut s'imaginer que c'est à nous de donner un sens à la vie, à chaque jour et à chaque heure. Salut Vincent Gratton. Hey, c'est pas pire, ça. C'est beau, hein? Viktor Frankl. Hey, je connaissais pas ça, moi. Viktor Frankl qui a survécu au camp de la mort à la Deuxième Guerre mondiale. Absolument. Ben oui. Wow. Il a fait il a tout changé son approche avec la logothérapie, qui veut dire sens, le sens de sa vie, le sens de ses épreuves. Il a même dit qu'on pouvait survivre à toutes les souffrances pourvu qu'on y donnait un sens. Ça, c'est sûr que ça résonne sûrement pour toi. Ça résonne pour moi, oui, effectivement. Écoute, tu étais un des premiers à qui j'ai pensé quand j'ai élaboré avec mon agente Marie-Philippe Lemarbre le concept de l'émission Porte-Parole. Nous, on se connaît, ça doit faire longtemps. Plus de 30 ans, facilement. Ouais. On a, je pense, j'allais dire, cristallisé notre amitié avec l'époque de Chambre en Ville. Oui. Parce que c'est la première fois qu'on travaillait ensemble, on se croisait. On se croisait, mais là, on a pu vivre une certaine intimité, là. Puis des belles conversations lors des jours de tournage. Puis ensuite, on s'est entraîné dans un gym où on a pu, comment dirais-je, approfondir cette intimité-là. Et c'est par la suite qu'on a découvert on avait beaucoup de choses en commun, entre autres, nos pères. Oui. J'aimerais ça que tu m'en parles. Parce que je sais que c'est important pour toi et ça va me toucher. Ben, je suis issu d'un père extraordinaire, profondément aimant, ma mère aussi, évidemment, mais c'est un homme qui, comme ma mère d'ailleurs, qui est arrivé comme à une mauvaise époque, comme en avance sur son temps. C'était quelqu'un d'infiniment sensible, qui avait une plume incroyable, mais qui n'a pas pu aller au bout de ses rêves, de toutes ses fibres créatrices, si je peux dire. Puis, c'est un gars qui a bu en tabarnak. C'est bon, un peu comme ton père. Puis c'est drôle parce que, de moment donné, il a croisé ton père, évidemment. Puis mon père a eu toute une démarche fondamentale. Et c'est, mon père a tout un parcours bien particulier. Puis, à un moment donné, il y a eu une petite épicerie, puis il s'est réveillé un beau matin à côté du bloc de boucher. Tu sais, l'image est assez solide. Là, tu sais. Il se réveille à 5 heures du matin à côté d'un bloc de boucher complètement éméché, émietté, tu sais, dans l'âme puis dans tout. Puis à partir de ce moment-là, il a décidé de faire des thérapies, d'aller au cœur de ce qu'il est, au cœur de ses failles. Et voilà, donc il est rentré dans le mouvement AA et tout ça. Et j'ai un profond respect pour ceux qui acceptent d'aller au cœur de leurs failles. Une des plus belles qualités pour moi, actuellement, plus je vieillis, plus je réalise que la vulnérabilité pour moi, quelqu'un qui se permet d'offrir aux autres ce qu'il est ou ce qu'elle est, sans réserve, pour moi, c'est quelque chose de très, très précieux. Puis je te dirais que je ne pourrais pas avoir d'amis qui n'est pas vulnérable. J'ai besoin de ça. Et mon père était un être qui était profondément bon. C'est d'une grande, grande, grande bonté. C'est quoi son prénom? Jean, c'est drôle. Puis je suis grand-papa d'une petite depuis 5 mois et elle s'appelle Jeanne. Elle s'appelle Jeanne. Je trouve que c'est un clin d'œil. Voulu? Je ne pense pas que c'était... non, je pense pas que c'était voulu, mais je trouve que le destin est quand même joli. Tu sais, des fois, il y a des espèces de synchronicité ou des moi, je crois à ça, là, qui sont... Où les gens vont dire le hasard, mais bon, ça ne me surprend pas que... Et c'était quelqu'un aussi qui était profondément engagé, comme ma mère. Donc, je pense que j'ai appris ça beaucoup d'eux, dans le sens que pour mon père et ma mère, chaque problème avait des solutions. Mais toi, je t'écoute parler, c'est particulier parce que on parle d'un gars, et je vais parler de toi, tu es sensible, tu oses ta vulnérabilité, mais dirais-tu que toi, tu es né dans la bonne époque
pour l'ouvrir, cette vulnérabilité-là, puis t'en servir? Oui, absolument. Non, moi oui, sincèrement. Moi, je ne changerais pas d'époque. Moi, je suis arrivé 59, donc le Québec s'éveille, pleine révolution tranquille. Écoute, j'ai la chance, moi, d'arriver à l'Expo 67, j'ai 7-8 ans, là. C'est l'époque hippie. C'est aux États-Unis, la libération, tu sais, les Noirs qui se battent pour leurs droits. Très, très important dans ma vie parce que pour mon père, Martin Luther King était un héros. Donc, moi, je suis dans une mouvance où le monde bouge et où on a l'impression, mais de façon vraiment viscérale, que tout est possible. Donc, moi, cette idée-là que tout est possible, puis que quand on se met ensemble, on peut réaliser de grandes choses, ça a toujours été là, et ça vient principalement de l'époque où je suis né, parce que j'ai vu des mouvements sociaux, tu sais, la guerre du Vietnam, les jeunes qui descendent dans la rue et tout ça. Donc, moi, j'ai assisté à tout ça, tu sais, la langue française, la défense de la langue française, quand je voyais mon père rentrer chez nous avec la gueule fracassé par les matraques, puis dedans dans la gueule. Je veux dire, moi j'arrive d'une époque où ça se mobilisait pour ses idéaux et ça faisait avancer aussi les choses. Le féministe, tu sais, ma mère était une féministe incroyable. Mais mes 4 tantes Gratton, Françoise, qui était incroyable, qui a tant donné à la culture, ma tante Suzanne, qui est une travailleuse sociale, Loulou, qui organisait des trucs pour les itinérants, puis tout ça. Écoute, moi, je viens donc d'une famille très, très militante. Ouais. Et l'époque a vraiment teinté tout est possible. Alors, c'est ça que je trouve plus difficile maintenant pour mes jeunes, parce que j'ai 4 enfants, c'est que je trouve que l'avenir est un peu moins rose que ce qu'on avait à l'époque, où on avait l'impression que tous les chemins s'ouvraient. Alors que maintenant, on a l'impression que les chemins se ferment à cause de toutes sortes de patentes. Les enjeux environnementaux et tout ça sont vraiment très, 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 très forts. Alors, mais tu viens d'une famille, comme tu dis, il ne faut pas être surpris de t'entendre parler quand tu prends la parole, comme porte-parole, comme ambassadeur, comme président d'honneur, ou quand tu veux brasser les choses, même au niveau politique, sans être un politicien. Je pense découvrir d'où ça vient. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Écoute, les ongles... Quand tu rentrais chez Gratton, OK? Chez Gratton en particulier, chez Goyer, c'était une autre affaire. Mais quand tu rentrais chez Gratton, il se passait de quoi, là? Ça jasait solide. Juste ça, là. Juste le fait de jaser. Ouais. Écoute, moi, c'était toute une famille de souverainistes, puis j'avais un oncle fédéraliste, mon oncle Jacques, que j'adore, et qui m'a appris à... Tu sais, quand les gars jasaient, là, puis s'affrontaient, là, ça argumentait, là. Ouais. Mais ça écoutait aussi. Donc, l'écoute, la capacité de structurer sa pensée, viens-t'en, man. Viens-t'en dans l'arène, là. Viens-t'en dans l'arène, viens-t'en jaser avec nous autres. Puis tu pouvais te refaire virer solidement comme une crêpe, là. Mais là, pas à en perdre des dents puis à saigner de la face comme ton père. Parce que lui, ton père, il s'est battu au sens propre et au figuré. Oui, absolument. Absolument. Wow. Toute l'idée du justice sociale, c'était vraiment important. Puis on vient aussi, regarde, il y a eu une grande émancipation là, du peuple québécois, mais chez les francophones, on n'était pas maître chez nous. Là. Pas encore. On l'est un peu plus maintenant. Mais juste sur le plan financier et tout ça. Donc, moi, j'ai vu mes grands-pères, j'ai vu mes oncles, j'ai vu mes tantes, j'ai vu tout le monde s'activer pour qu'il y ait une défense de nos droits, pour qu'il y ait plus de justice. Ça a toujours été très important chez nous. L'engagement. Puis que tu as une responsabilité. Dans la société, tu as une responsabilité. Wow. Puis il faut que tu y ailles, tu sais. Mais tu sais, juste entre nous, quelqu'un chez Gratton était dans la marde, là. Ouais. Ça arrivait. Tu comprends-tu? Okay. On était là pour lui. Comme dans la tradition, à l'époque, là, quand une maison brûlait dans un village, là, ben, tout le village se rassemblait, puis on montait à la maison, puis ça prenait 3 jours, vierge. Puis de mettre un couvert de plus au cas que quelqu'un débarquait à la dernière minute. Quoi? Vous l'avez fait? On le fait encore chez nous. Non! On le fait encore chez nous. Attends, mais quand tu dis chez vous, là... Ben, c'est-à-dire, chez nous, il y a toujours 2-3 assiettes de plus. Quand on cuisine... Il y a toujours 2-3 assiettes de plus. Chez vous, tu parles de quelle entité? Ta famille à toi? Dans ma famille à moi. Toi, France, les 4 enfants. Les 4 enfants. Ça, c'est sûr. C'est sûr. OK. Ça se peut que quelqu'un arrive.
À Noël, écoute, Jean-Marie, tu rirais. Au jour de l'an, tu sais, nous autres, le 31, on fait toujours un... Bon, là, évidemment, avec la pandémie, ça s'est un peu ralenti, mais on faisait toujours un gros party. Mettons, là, on était collés, on attendait, mettons, 50 personnes. Puis là, demander dans la journée, ça commençait à sonner. Hey, je viens de me séparer, je peux-tu arriver? Ouais. On finissait à 85, là. Tu comprends-tu? Moi, j'ai des parties chez nous, là, 85 personnes, là. Aïe. Ben, on est une cordée de même, là, tu comprends-tu? Ben voilà. C'est la maison à campagne, on a construit une nouvelle maison, mais on l'a construit vraiment pour recevoir bien du monde, là. Puis il y a une grande tablée, là. Mais nous autres, quand on fait, chez Graton, quand on fait de la bouffe, il y a toujours, c'est sûr, 2-3 assiettes plus au cas où. Wow. Sûr. C'est beau, ça. Ben, ça a C'est un toujours... beau message. Ben, ou, tu sais, ça peut être les amis qui arrivent. On pense toujours comme ça, tu sais. Ça coûte plus cher, mais ça vaut la peine. Mais en même temps, on est riche de ce qu'on donne. On est riche de ce qu'on partage. Ouais. C'est un peu ça que tu dis dans l'essentiel, quelque part. Tu sais. Puis des fois, ben, il faut crier dans les micros, il faut brasser. Tu l'as fait comme porte-parole. Puis tu me permets-tu que je lise ton dernier texto? Que je t'ai envoyé à toi. Je vais te censurer. Mais alors, quand Vincent a accepté qu'il viendrait en studio, qu'est-ce que j'ai écrit, là? je dis, je vais te poser, je vais lire à haute voix ma question. OK. Hey, salut mon beau garçon, je vais animer un podcast, balado. Es-tu toujours porte-parole de quelque chose, Auberge du Cœur, Haute Cause? Voici sa sublime réponse. Allô, belle face. J'ai beaucoup pensé à toi lors des funérailles de ton papa. Merci beaucoup. Que je te dis là. Là, je poursuis. J'ai passé ma vie à être porte-parole. J'ai passé ma vie à porter des causes, à nommer, à parler. J'ai été président de classe au primaire. J'ai travaillé au sein des conseils étudiants et toute ma vie, j'ai milité pour les droits des enfants, pour les auberges du cœur, pour l'environnement, pour la démocratie, entre parenthèses, contre Harper, pour la justice sociale, entre parenthèses, contre les paradis fiscaux. J'ai mangé des coups, j'ai reçu des menaces, ma famille a reçu des menaces, j'ai perdu des contrats, j'aurais un ranch si je n'avais pas écouté mes principes. Mes enfants m'appellent papa éthique. Tu sais, quand je faisais de la radio, je portais des paroles. J'ai donné en tas. Ça commence par un T puis ça finit par un K. On m'a accusé de trop parler, de trop, d'être trop. Une cave à TV m'a dit que je militais pour me faire du capital. Une os de cave. Paix à son âme. Ça, c'est toi, ça. Là, je suis plus porte-parole d'aucune cause. J'aide, je partage mon réseau aux jeunes, mais je ne suis plus en avant à recevoir des balles. Ces temps-ci, je suis grand-papa. C'est une Jeanne. J'apprends simplement à me transformer pour être un meilleur homme. Ce sera ma voie jusqu'à ma mort. Et tu me finis en disant 3 becs, je t'aime. Pas pire réponse à une invitation. Comme quoi, faites attention à ce que vous écrivez. Faites attention. Mais c'est en plein ça. C'est en plein ça où je suis actuellement. Puis je suis comme dans... C'est drôle, je m'en venais, là, puis des fois, tu vois, je suis allé voir ma mère de 86 ans avant de venir te voir, puis on a passé... Écoute, je suis allé déjeuner avec elle jusqu'à, 2 heures. Wow! Puis en m'en venant, puis une moment donné, je sais pas trop, je pensais aux causes, puis tout ça. Puis une moment donné, là, j'ai eu comme une fatigue, là. Je me suis vu, là, puis je me suis à l'Union des artistes quand j'ai travaillé à 8 ans. Là, j'ai négocié des ententes collectives. Puis je me suis vu me pogner dans des assemblées. Puis là, demander... Puis, tu sais, moi, je suis toujours allé là. Les Opération Enfant Soleil, les Guignolés. Puis à chaque fois que j'y allais pour gagner, moi. Là. Tu sais, c'est... Mais tu y allais avec tout ton cœur. À chaque fois, tu sais, à chaque fois avec cette idée que je vais essayer de faire avancer un peu, tu sais. Puis là, j'ai dit ça à mes enfants l'autre jour. Écoute, j'ai dit, ils ont dit, t'as-tu gagné souvent? Je dis, pas gagné souvent, mais j'ai fait avancer d'1 pouce, tu sais. Moi, puis là, maintenant, c'est à vous autres à prendre la relève. Mais sincèrement, actuellement, je me concentre sur, très égoïstement peut-être, ou je sais pas, mais plus l'approche un peu Gandhi, là. Ouais. Je me compare pas à Gandhi pantoute, mais l'idée que si tu te transformes toi-même, ben, puis si tu enlèves toutes les parts sombres puis noires en dedans de toi, ben, peut-être qu'autour de toi, tu vas réussir à faire avancer un peu les choses. Tu sais, ces temps-ci, moi j'ai un maître à penser ces temps-ci qui s'appelle Robert.
Robert, il a 79 ans. Robert, il est brigadier. Puis quand je promène mon chien, je passe devant mon Robert. Et Robert connaît le nom de 400 enfants de l'école. Oh, wow. Il connaît la date de naissance de plusieurs. Il y a toujours un mot tendre et doux pour chacun. Il y a toujours un bonjour. Ce gars-là est incroyable. Puis Robert a appris qu'il allait mourir parce qu'il a un cancer depuis longtemps. Puis le docteur lui a dit, écoute, Robert, t'en as à peu près pour 1 an. Alors, imagine le genre de jazz que j'ai avec mon Robert. C'est pas plate. On a des jazz. Mais ce gars-là, cet homme-là, est comme une lumière dans le quartier. Est comme une lumière. Puis moi, je te dis, c'est comme un modèle pour moi. Je le vois, là, l'autre jour, je le vois ouvrir la porte de son char en arrière, puis il y avait un cadeau pour un jeune. Ah ouais? Je dis, ouais, Caroline, tu penses à tout. Puis il y a toujours des petits bonbons pour mes chiens, des biscuits. Écoute, tu sais, c'est simplement ça. Moi actuellement, c'est d'être disponible à mes enfants, d'être disponible à mes amis. Puis, quand je vais mourir, d'être un meilleur homme que ce que je suis là. C'est vraiment ça mon truc. Parce que c'est vrai que j'ai donné, Jean-Marie. J'ai vraiment... tu sais, moi, je trouve ça extraordinaire de donner puis d'être dans des causes, puis ça, mais si je peux me permettre, je peux faire mon vieux schnook, là. Tu sais, quand tu pognes l'avion, à un moment donné, avant le décollage, ils te donnent des consignes de sécurité. Ouais. Puis dans l'une de ces consignes-là, ils disent, si jamais il y a des turbulences puis qu'il n'y a plus d'air, avant de mettre le masque aux autres, vous le mettez à vous-même. Ben ouais. Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a bien des gigs que j'ai faites où je ne m'étais pas mis le masque, où je suis allé d'aplomb, puis où je respirais pas, puis où je me suis perdu là-dedans, puis où je me suis perdu aussi dans ma santé physique. Ah oui. Puis à un moment donné, même par rapport au temps, à un moment donné, tu dis, hey, j'ai tellement investi de temps. Hey, quand on a fait là, la journée de la Terre, là, on a mis 250 000 personnes dans la rue, ouais. Puis 58 de rassemblements au Québec, là, avec pas de maudite scène. Puis moi, je m'occupe, entre autres, de la mobilisation avec une gang. On travaille comme des malades, tu comprends? Alors, mais ça, j'ai toujours été dans l'action sociale, dans les conseils étudiants, dans tout, là, tu sais. Alors là, je suis dans un temps, je te dirais, où, quand on m'appelle, je dis, je peux te faire bénéficier de certains conseils, ou c'est quoi ta stratégie? Je m'assois avec le jeune, mettons, c'est quoi ta stratégie? Comment tu as organisé ta marche, mettons, pour... Bon, ben voici les enjeux que tu vas avoir, puis à ce moment-là, je peux mettre ces jeunes-là en lien avec des gens plus expérimentés qui sont capables de les aider. Là, tu vas conseiller les gens, mais tu sais, rappelle-toi le titre de l'émission, Porte-parole. Puis je veux pas que les gens pensent, oh mon Dieu, il est donc aigri, il est amer, il est déçu. Pas du tout. Pas du tout. Mais tu vas choisir tes causes. Mais est-ce que tu as encore une cause? Est-ce que si je te dis la liste des causes, parce que tu as nommé tantôt Auberge du Cœur, la Guignolée des médias, Centraide de l'Estrie, la Nuit des sans-abri aussi avec la table itinérance Rive-Sud, la randonnée Parkinson, tu sais, t'en as fait des choses. Là. Ouais. Ça, c'est juste ça qui est connu quand tu tapes Vincent Gratton sur Google. C'est les premières pages qui sautent. Mais ça, il y a des causes là-dedans qui sont ancrées dans ton ADN maintenant. Là. Ah ben c'est sûr. Si on m'appelle, je suis là tout de suite. Là, là, je fais un truc pour la paternité, là, dans une semaine ou 2 semaines, parce que pour moi, la paternité est quelque chose d'important, puis c'est important d'en parler. Ça me tient vraiment très, très, très à cœur. Alors, oui, absolument. Absolument. Je suis... tu sais, là, nous autres, on a un chalet là, dans la région de Teffermine, d'Israélie, puis tout ça. C'est sûr que si la Maison des jeunes m'appelle, j'ai apporté du stock l'autre jour à la Maison des jeunes, puis je leur ai dit, hey, si une année vous avez besoin d'aide là, pour animer une soirée, quelque chose, je vais être là. C'est clair. Parce que je les ai trop aimés, tu sais. Ouais. Je les ai trop aimés, puis le moment donné, j'ai dit, vous avez besoin, tu sais, vous m'appelez. OK. Tu sais, je suis là. Je suis là. Ou mes chums, souvent, tu sais, tu le sais ce que c'est, hein. T'appelles un chum, hey, Jean-Marie. Jean-Marie, Vincent, oui, qu'est-ce qu'il y a? Regarde, j'organise une soirée à soir, tu peux être là? C'est sûr que tu me dis oui. Ben oui. Si tu m'appelles, c'est sûr que je te dis oui. Défi sportif, combien de fois t'es venu remettre des médailles? Je suis là une couple de fois, tu sais, mais il y a de ça aussi. Dans la gang qui vont au bat, là, mettons,
on s'entraide. Puis on le sait. Puis il y a comme une espèce de code d'honneur. Hey, man. Oui. Tu viens chez nous, on va aller chez vous aussi, là, tu sais. En fait, c'est l'expression, tu sais, you scratch my back, je vais te gratter le dos, mais nous, c'est parce que on se gratte le cœur. Quand je t'invite au défi sportif, puis tu vas voir nos athlètes qui ont des limitations, tu leur remets des médailles, je sais que tu repars enrichi. Et c'est pour ça que tu reviens. Nos amis reviennent, mais en même temps, au moment où on se parle, est-ce que tu portes la parole d'une cause de façon officielle comme tu l'as été? Actuellement, non. Non, OK. Actuellement, non. Tu es un agent libre, mais qui va choisir. Oui, mais absolument. Puis si on m'appelle, je vais y être, là, tu sais. OK. Je vais y être. Mais actuellement, j'ai pas de cause. J'ai pas de. Puis sincèrement, j'en ai refusé quelques-unes dernièrement. On m'appelle, hey, tu peux-tu? Ben, j'ai dit, regarde, je suis pas la bonne personne, mais peut-être cette personne. Regarde, Tu fournis des noms. Oui, je fournis des noms, mais je vais les appeler avant. Mais si tu regardes on va y aller très, très large. Les 35-40 dernières années où tu as donné beaucoup dans l'action humanitaire, bénévole, engagement, tu retires quoi? Ah, mon Dieu. Sur le plan humain, plus précisément sur le plan humain. Ben, c'est des rencontres, c'est l'impression, égoïstement, l'impression de faire partie d'une famille. J'ai besoin de sentir que je fais partie d'une famille humaine. Égoïstement, peut-être, j'ai besoin de sentir que je suis utile. J'ai besoin de sentir que je suis utile. Je peux pas être assis dans mon salon, sur mon derrière, puis, voyons donc, tu sais, les paradis fiscaux. Paradis fiscaux, et que ça, c'est fascinant. Wow. Je suis un soir, je suis dans mon salon, puis je vois ça partir, le paradis paper, puis tout ça. Hey, je dis tabarouette. J'appelle mon chum Ben Gignac, et je dis, Ben, on va au bureau de Trudeau demain matin, puis je vais y apporter des oiseaux du paradis. Paradis. Les oiseaux du paradis. Ben oui. Ben, je dis quoi? Ben, t'es sûr? Je dis, oui. Je dis, regarde, toi, tu vas filmer ça. Puis on va mettre ça. Mais c'était pas pour faire. Je dis, on fait on va brasser à patente. Un petit électrochoc. Un petit électrochoc. Ça part de même, spontané. Ben dit, ben oui. Toi, t'as pogné une bulle au cerveau la veille, puis le lendemain, t'es déjà au bureau du premier ministre. Le lendemain, j'étais au bureau avec des... là, j'arrive au marché Jean Talon. J'explique ça à ma fleuriste qui est super gentille. Puis, je dis combien je dois? Ben, elle dit, regarde, elle me cherche le moitié prix. Elle dit, ça sera ma contribution aux paradis fiscaux. Elle dit, t'es infernal. C'est bon. Je m'envoie un gros bouquet. Puis ça m'a amené à avoir une invitation à parler au cabinet de la ministre. Puis tout, tu comprends-tu? Alors, à partir de ce moment-là, là, j'ai parti une opération folle là, qui 274 jours où Trudeau recevait là, tous les jours, il recevait des mots là, via Twitter, là. Puis avec Alain Deneau, avec Marois Risky, puis tout ça, ben, on a organisé, là, on a brassé, là. Qu'est-ce que ça a donné au bout de ça? Écoute, qu'est-ce que ça a donné? Il faut toujours être modeste. C'est un petit avancement. Je pense que ça a conscientisé certaines affaires. Et je pense que quand on parle des paradis fiscaux, je ne dis pas mais il y a quelque chose qui est dans l'air, c'est dégueulasse, ces paradis fiscaux, là. Ouais. Alors, c'est ça, mais ça, c'est né comme ça. Tu sais, la maison oxygène, elle m'a amené, mes chums, il m'appelle, il dit, penses-tu maison oxygène, c'est la paternité, les gars? Je dis, hey, let's go, on y va. Le but de cette cause-là, c'est quoi, la mission de l'organisme? Maison oxygène, c'était une belle mission. Ça, c'est vraiment des hommes qui sont qui vivent un coup dur. Et là, on leur donne des ressources comme ils peuvent tout. Ça peut être suite à un divorce, suite à un paquet d'affaires. Puis là, demander, tu vas dans ces maisons-là. Tu peux y aller des fois avec tes enfants. Ça donne un répit. Puis, ils vont comme te permettre de te refaire en te donnant là, des intervenants, tu sais, en donnant des... On t'accompagne à te restructurer. C'est ça. Part, exact. Avec des bonnes bases. Mais, tu sais, quand je t'entends parler de tes engagements, il y a les inégalités sociales, l'injustice, ça te brasse. Mais l'homme, la femme, l'humain qui souffre, la douleur humaine, ça aussi, ça te touche. J'ai l'impression que ça, tu vas toujours dire oui. Un peu comme de laisser un couvert de plus à la table. Dans ton horaire de fou, il y aura toujours un peu de temps à donner pour l'humain qui souffre.
le plus possible. Le plus possible. Tu sais, je veux dire... tu sais, toi, tu travailles beaucoup, par exemple, avec les sans-abri, tu sais, les gens qui sont dans la rue. Moi, souvent, ce que j'ai fait, c'est que, hey, t'as-tu 2 piastres, 3 piastres? Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans un resto, mettons, là, ou dans un... Puis je sors avec un lunch. Puis je donne le lunch. Je dis, regarde, ça, c'est ma contribution, tu sais. J'essaie d'incarner ça le plus possible, là, tu sais, Mais... Non, c'est sûr que ça me... C'est sûr que ça me brasse. C'est sûr que ça me brasse, puis que j'essaie du mieux que je peux, là, d'aider, là, tu sais, à la mesure de ce que je peux faire. Puis des fois, ben, je suis confronté à... Il n'y a rien à faire, là. Mais y a-tu une partie de toi qui souffre aussi avec l'autre? Quand tu vois la souffrance de l'autre, ça vient te chercher? Ça, c'est une bonne question en tabarouette que tu poses là. Longtemps, oui. Longtemps, tu sais, moi, j'ai l'image du vortex, là. Quand ça commence à spinner, là. Ça spinne, là, puis là, de moment donné, t'es emporté dans ce vortex-là, tu sais. Moi, j'ai été longtemps dans ça. Pour toutes sortes de raisons, c'est que quand j'étais petit cul, il y a bien du monde qui souffrait en haut de moi. Puis quand je levais les yeux, ça m'était insupportable de voir la tristesse ou le malheur. Insupportable. Donc, dans ma psyché, c'est comme ça que j'ai construit ma vie, moi. Même avec beaucoup de femmes. Dès que je sentais que les gens traversaient un précipice, j'étais aspiré par cette espèce d'énergie-là de vortex, là, tu sais. Donc, il a fallu, moi, qu'une année que je comprenne ça. Puis que je ne sois plus aspiré par ça. D'être capable de tendre la main, mais sans la mettre dans le broyeur. Sans partir avec tout, là. Tu comprends-tu? Parce qu'à un moment donné, tu deviens de la charpie, là. T'es plus aidant, là. T'es plus aidant. Ni pour ta blonde, ni pour les enfants, ni pour tes projets. Exact. Puis là-dessus, France m'a beaucoup aidé à un moment donné. Ah ouais? Oui, parce qu'à un moment donné, même quand elle vivait des choses difficiles, extrêmement difficiles, moi, j'étais comme aspiré. Puis j'étais plus aidant pour elle. Non. Tu comprends-tu? J'étais comme... Où je faisais le tabarnak, ouais. Tu comprends-tu? Je rentrais dans une énergie de schnout plutôt qu'être aidant puis d'être un homme qui assume les affaires. Mais moi, c'était ma faille d'enfant, ça. Tu comprends-tu? Ouais. Tu sais, on a toutes des failles. Mais France t'a aidé comment, concrètement? Ben, elle m'a dit, hey, je suis une femme. Ouais. OK. Hey, le grand, là. Je suis une femme qui est capable. Merci là, d'être là. Ouais. Mais je te demande juste d'être là. Je te demande pas de porter... de porter ma charge ou je suis une grande femme, là, moi, là. Tu comprends-tu? Robin Desbois, comme toi. C'est exactement ça. Tu sais, il y avait quelque chose d'extrêmement prétentieux dans mon affaire aussi, là, tu sais. Parce qu'à un moment donné, tu sais, quand tu te vois comme super-héros, là, tu te dis, hey, man, calme-toi. Tu te crois, hein? Hey, tu te crois, tu te dis, hey, mais là, de un moment donné, quand tu te lances en bas du 8e, là, tu manges une. Tu sais, tu t'effoires. T'es pas si Superman. La cape, elle t'a pas permis de voler, finalement, hein? Sur cette envolée, ouais. Mais c'est ça, je pense qu'il faut, les gens qui ont des causes aussi, il faut qu'ils s'interrogent aussi. Oui. Tu comprends-tu? Il faut s'interroger. Puis si tu veux vraiment être un agent actif sans te perdre, ben, interroge-toi aussi. Interroge-toi aussi, tu sais. C'est l'équilibre. Il y a une espèce d'équilibre. Mais j'aime ça, ton idée, tu sais, il faut être aidant. Oui. Il faut avoir de la compassion, de l'empathie, mais quand on est trop sympathique, on voit plus clair. On est juste dans la souffrance de l'autre. Exact. Elle est là, la nuance. Mais c'est mince, hein? La ligne est mince entre l'empathie, de la compassion, la bienveillance, la sympathie. Je pense qu'on a tout mélangé en même temps. C'est ça, exact. Toi et moi, dans notre entièreté de gars qui... On est des gars sensibles. C'est difficile, des fois, de mettre nos limites. Mais à un moment donné, tu mets un genou à terre, puis tu réalises que, OK, faudrait respirer là-dedans. Exact. Faut prendre une pause. Entends-tu la musique dans tes oreilles? Une petite musique qui s'en vient? Tu as déjà fini? Non. La première partie de l'émission, c'est un petit thème qui nous permet de... OK. Hey, Mathieu, notre technicien, il a senti que... OK, il a senti on quelque respire, chose, Mathieu. Petite musique, on s'en va ailleurs, puis au retour, j'ai un paquet de questions de bon cru que tu vas piger dans un sac. Au hasard. Dans une tuque. Ouais, et c'est toi qui vas les lire à haute voix. Tu vas y répondre ou non.
puis on va faire l'émission comme ça. C'est comme un Fort Boyard de la question. Ouais, mais il n'y a pas de bébite dans mon sac. Ouais, mais il peut y avoir un méchant serpent, par exemple. Oui. Vous êtes à l'écoute de l'émission, le podcast, le balado, appelez ça comme vous voulez, mais ça s'appelle Porte-Parole. Et le porte-parole que j'ai avec moi, c'est Vincent Gratton, ici Jean-Marie Lapointe. On est à la deuxième portion de notre belle heure ensemble. Et c'est la portion où tu es maître de tes questions et de tes réponses, mais il y a un peu de hasard, donc tu vas piger dans mon chapeau. OK. Tu piges dans le chapeau. C'est une question à la fois. Tu vas le voir. OK. Celle-là, je la sens. Celle-là, je la sens. Tu veux aller dans la vulnérabilité? On est là totalement. On est là totalement? Ouais, OK. Ouais. Vas-y. OK. Alors, qu'est-ce qui, actuellement, dans ta vie, est ton plus grand défi? Oh boy! Je suis content que tu la piges celle-là parce que j'avais déjà des pistes pour toi. Oh boy! Mon plus grand défi. Mon plus grand défi ces temps-ci, c'est de garder l'espérance en vie. Par rapport, si on parle de cause sociale, mon plus grand défi est de cultiver l'espérance. Je trouve que l'espérance est dure à arroser ces temps-ci. Je trouve qu'il faut la fertiliser en joie le vert. Je ne sais pas comment on va faire, là. Ça veut dire, ça sous-entend que tu vois plus le désespoir. Je vois, le sens. Ouais, pour moi qui ai toujours été un être d'espérance, puis il n'y a rien à notre épreuve, là. Pour la première fois de ma vie par rapport à l'environnement là, en particulier, ça fait « hey boy ». Même si la couche d'ozone, tu as vu les nouvelles? Oui. C'est encourageant. C'est encourageant, mais... Oui, mais là, il ne faut pas crier victoire. Non, c'est ça. OK. Mais je te dirais que ça, là, il faut vraiment que je l'arrose puis que j'en prenne soin. Puis c'est drôle, j'ai entendu Richard Séguin, qui pour moi est comme une espèce de modèle là, pour toutes sortes de raisons. Puis Richard disait ça, là, je l'ai entendu en entrevue, l'espérance est dure à aller chercher ces temps-ci. Il faut vraiment... Donc, cette dimension-là, par rapport à... Sur le plan plus personnel, je te dirais que... ce serait quoi? Ce serait peut-être la patience. C'est un enjeu pour toi d'être patient? D'être patient, oui. Mais c'est plus, pas par rapport aux gens qui m'entourent, plus par rapport à être patient. Je suis un peu impatient des fois quand la parole marche pas avec ce que tu m'as dit hier. Des bottines qui suivent pas les babines. Ouais. Ça, je comprends. Ça, dans mon métier, je t'avoue que dans mon métier, parce que dans ma famille, puis tout ça, on n'est pas là. Mais dans mon métier, j'avoue que... On nommera pas de nom, pas de cause. Par contre, tu sais... Je pensais que tu disais par rapport à quelqu'un. Non, pas du tout. Et ce que j'allais te souligner, par contre, quand tu parles de désespoir, une chance qu'on a des Robert dans nos quartiers pour raviver l'espoir. Ton beau monsieur c'est ça. Qui est tellement fin. Alors, vois-tu comment... C'est exact. C'est la petite goutte d'eau dans l'océan de Mère Teresa. C'est la petite différence. Mais je dois t'avouer que quand je vois quelque chose de beau, là, quand je vois des actes solidaires, là, je broille, moi. Moi, là, des fois, là, je suis là, là tu ça, ils sont ensemble, regarde ça, regarde, chérie, avec le jeune. Le jeune, il a un cancer, puis que tous ses chums sont fait raser, ils sont avec, puis ils vont le soutenir. Ah, ouais. Moi, je craque. Moi, là, quand je vois des affaires de même, là, une maison, comme je te disais, une maison qui brûle, puis là, le village se rassemble, puis construit une maison en 2 jours. Regarde, moi, des actes de beauté, de bonté. C'est les actes de beauté, là, je broille à chaque fois. Ça te fait fondre complètement. Ouais. J'avais lu quelque chose sur les réseaux sociaux ou sur Google, je me souviens pas. T'as pas un oncle qui avait un cancer, puis t'as pas fait une marche pour lui? Robert. Oui. Oui, Robert Goyer, mon oncle Robert, né du 13 mai comme moi. Ouais. Et n'a été infiniment passionné, là, puis qui avait le Parkinson.
Ben c'est ça. C'est la marche du Parkinson. Je n'étais pas sûr si c'était le cancer ou le Parkinson, parce que le cancer, tu es impliqué là-dedans aussi. Avec, évidemment, qui a demandé l'aide médicale à mourir. Pensez pour Véronique Yvon, que j'aime profondément, en passant. Et j'ai vécu quelque chose d'incroyable avec mon oncle, c'est que quand il a demandé l'aide médicale à mourir, mon cousin Charles m'appelle, il me dit, écoute, il dit, Robert, on a ça, son rendez-vous avec la mort est, mettons, à 7 heures le soir, puis il dit, Robert aimerait ça te voir dans l'après-midi. Tu sais. Alors, j'avais un rapport très particulier avec mon oncle Robert, puis je m'en vais voir mon Robert, puis quand je rentre dans sa chambre, il avait les yeux fermés, il dormait, tu sais. Il ouvre les yeux, puis il me regarde. Tu sais les gens avant de mourir, il y a comme branché sur le cosmos, je sais pas quoi, là. Mm-hmm. Il me dit, Vincent, je fais-tu la bonne affaire? Boy! Le doute l'habitait. Une année, il y a eu comme un moment de doute. Ah ouais? Qu'est-ce que tu dis dans ça? Je dis, écoute, mon oncle, j'ai dit, moi, à ta place, je ferais exactement le choix que tu as fait. Exactement le choix que tu as fait. Je dis, maintenant, si toi, tu as le moindre doute, si tu as une hésitation, tu peux arrêter ça n'importe quand. N'importe quand. Tu comprends-tu? Moi, comment dirais-je? J'ai jamais eu peur de ces moments-là extrêmes où la vie côtoie la mort. Mm-hmm. J'aime ces espèces de moments de vérité-là. Mm-hmm. Tu comprends-tu? Puis moi-même, j'ai 63 ans. Moi, j'ai un de mes chums qui me demandait à 50 ans, il dit, bon, ben là, je vais me préparer à mourir. Je dis, voyons non, toi, qu'est-ce que tu dis là? Non, il dit, me préparer à mourir dans le sens que c'est sûr que j'en ai moins en avant qu'en arrière. Puis il dit, je veux rentrer dans un processus d'intériorisation. Je veux la voir arriver, la mort. Puis moi, je suis un peu comme ça avec mes enfants souvent. Je dis, bon, je parler de mort à mes enfants. Hey, papa, arrête là! Ça suffit. Ils sont pas là, eux autres. Non. Non, mais je dis, écoutez, il y a des affaires que je veux que vous sachiez. Tu sais. Mm-hmm. En tout cas, tout ça pour dire que je pense que moi, je veux pas passer à côté de cette étape-là. Puis mon oncle Robert, entre autres, m'a amené à réfléchir à ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé après ta conversation avec lui? Il a comme fermé les yeux. Il m'a regardé. That's it. Puis il a dit, en voulant dire, je continue. Okay. Mais qu'est-ce que ça te dit, ça, de te faire poser cette question-là par ton oncle? Mon Dieu, Seigneur! C'est un privilège, là. Tu dis, si ton oncle te pose une question si profonde que ça, c'est parce qu'il t'aime en tabarouette. Moi, je prends ça comme un acte d'amour incroyable. Il y a aussi de l'amour, mais aussi la sagesse que tu portes. Il sait que tu l'aimes, mais il s'en vient peut-être un peu magasiner de ta sagesse parce que là, c'est un no way back. Là. Tu ne peux pas revenir quand tu dis oui. Donc, j'ai l'impression qu'il te demandait un peu de ta lumière juste pour l'éclairer dans sa dernière décision. Y a-tu un peu de ça, tu crois? Peut-être. Mais on avait un rapport très, très, très franc. Ça niaisait pas. Tu sais, dans tout, là, ça niaisait pas. Non. Tu sais, on s'est dit des affaires, là. Tu sais, comme par rapport à mon père. Tu sais, moi, habituellement, ça niaise pas au niveau de l'amitié. Ouais. D'ailleurs, Jean-Marie, le mot « ami », pour moi, j'ai plus de facilité à dire « je t'aime » que dire « tu es mon ami ». Pour moi, l'amitié... Pour moi, je trouve ça difficile de dire « t'es mon ami ». C'est pour moi, là, dire « t'es mon ami », c'est... Pourquoi? Parce que t'es mon ami, c'est que tu me connais en joie le vert. OK. Tu me files puis tu me connais en tabarouette. C'est comme... moi, j'ai beaucoup de camarades, énormément, mais d'amis, j'en ai pas une infinité. Non. Mais nous, sans aller trop dans notre intimité, on a eu des très gros moments d'amitié. Oui. Toi et moi. Oui. On n'est pas des chums, on ne se parle pas à toutes les semaines, tous les mois. Mais je sais que quand on se voit, il y a une espèce de connexion. Il y a une connexion. Puis on rentre vite à l'essentiel. Il n'y a pas de bullshit. On est capable de se dire des niaiseries, mais on rentre vite à l'essentiel. Et tu vois, c'est ce que j'aime de notre émission, c'est qu'avec une question, tu peux faire 15 minutes.
Puis le pire, c'est qu'on a fait un clin d'œil. Tu as parlé d'aide médicale à mourir. Tu sais qu'avec ta blonde, je travaille sur un projet en développement sur l'aide médicale à mourir. Puis elle m'a dit, tout comme Pénélope hier, elle dit « Ouais, mais le beau Vincent, là, si tu veux le faire parler, là, jaser des expériences de near-death experience, des expériences de mort imminente. » C'est pour ça que le sujet de la mort, je comprends que ça t'habite. Ça m'a toujours habité. Et ça, de la mort imminente, c'est flyé. Là, des gens qui sont cliniquement morts et qui sont revenus à la vie et qui sont revenus transformés. Ah, mais moi, je suis passionné par ce sujet-là. Là. Je suis passionné. Écoute, je suis en train de développer une espèce de projet par rapport à ça. Là, une espèce de patente. Oui? Ouais. C'est concret, là? C'est un vrai projet que ça va faire? Non, je suis en train de le développer dans le sens que j'y ai écrit puis tout. Là. Mais je suis fasciné par ça. Wow! Fasciné par tout cet univers-là. Et actuellement, je pense, tu le sais, moi, par rapport à la vie spirituelle, tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, évidemment. Mais la science, actuellement, s'intéresse de plus en plus au concept de la vie spirituelle. Puis c'est quoi la conscience? Oui. Puis est-ce que la conscience survit à la mort? Oui. Les bouddhistes disent que oui. Bon, alors là, on est dans quelque chose d'intéressant. Puis actuellement, il y a beaucoup d'études là-dessus, beaucoup de recherches qui se font là-dessus. Et tous les trucs de décorporation, puis ça. Je te dis pas que ça existe, mais le projet en question, puis on va revenir avec mon chapeau puis mes questions secrètes, est-ce que c'est un projet de fiction? Non. OK. Non. Plus dans l'ordre du documentaire? Oui, dans ce qu'on fait actuellement. Ah, wow. Ouais. Oh, yes. Plus dans Pige dans le sac. OK. Hey, mais ça, on va en entendre parler, là. Ben écoute, on verra bien, là. On verra bien. OK, on a une autre question ici, mesdames et messieurs. Au paradis, mettons qu'il existe. Il y a des chances. Qui t'attend et qui as-tu hâte de retrouver et pourquoi? Mon Dieu. Aïe. Mon Dieu. Ça, c'est toute une question, hein? Qui t'attend? Moi, écoute, d'abord, je pense qu'il y a une survivance de l'âme. OK. Première affaire, je pense vraiment dans de moi. C'est comme une intuition, appelle ça comme tu veux. Moi, je pense, divine. En tout cas, pour moi, il y a une survivance de l'âme. T'aimes y croire, en tout cas. Ça, c'est le fun. Est-ce que... Ouais. Puis, j'ai pas peur de la mort. Non. Donc, je m'invente pas ça pour... Non, parce que maintenant, c'est quoi? Est-ce qu'on retourne dans la nature? C'est une énergie? C'est quoi exactement? Je sais pas. Mais... Si l'âme... Mettons que l'âme, là, est là, j'aimerais ça voir mon père, ça, c'est sûr. J'ai la chance d'avoir une mère qui est... j'ai mon ami d'enfance, mon André Bellec, qui est décédé d'un cancer très... C'est drôle, hein, mon Dieu? C'est drôle, hein? À un moment donné, tu as des flashs comme ça. C'était qui, André Bellec? C'était un voisin. Okay. Ça a été mon premier ami. Ah! Ça a été mon premier ami. Il s'appelait André Bellec. Et qui m'a fait découvrir les Beatles, puis qui est mort très, très jeune. Très jeune, mon André. Il avait quel âge? Puis, oh mon Dieu, il était... il avait, je pense... 13-14 ans. Oh, oui. Puis... excuse-moi, il est mort de quoi, 13-14 ans? C'était la leucémie, lui. Ah, OK. Leucémie. OK. Puis, ça a été un ami vraiment précieux. Mes grands-mères qui ont été fondamentales pour moi. Vraiment essentielles. Non, tu sais ça, j'ai... Encore la famille. La famille, ouais. Et l'ami. Mon André Bellec. Oui, parce que c'est drôle, parce que André... Tu sais, il a été 7 ans dans ma vie à peu près. Et il ne sait pas à quel point il est important. Ah, que c'est beau, ça. Il ne sait pas à quel point il est important, ce gars-là. Puis, tu sais, des fois, tu dis, mon Dieu, j'aimerais ça dire merci à quelqu'un. Hein? C'est drôle, j'ai dit ça à une fille. J'arrive sur un plateau l'autre jour. Puis la fille était masquée, là, tu sais, masquée, tout ça, puis... Une accessoiriste, puis on commence à jaser, puis tout ça, puis on a du fun, puis tout ça. Puis à un moment donné, après une journée, elle me dit « Hey Vincent, elle dit, oui, dis-toi, puis moi, on se connaît pas mal plus que tu penses. » Et je dis « T'as poil. » Et là, ce qui me vient, je dis « Attends une minute, là, on a-tu déjà eu quelque chose ensemble? » Elle dit « Puis là, elle baisse son masque, puis là, je la vois. Non. Puis là, je dis « Ah! » Puis moi, ce qui m'est venu, c'est « Je suis tellement content de te voir. » On a passé une nuit ensemble. Ouais. Et si tu savais comment tu as été importante dans ma vie.
Ça, c'était-tu après ta séparation? Oui, après ma séparation. Avec Geneviève? Avec Geneviève. Ah, Et puis j'étais tout croche. Le pire, c'est que tu m'en as parlé sans jamais me nommer le nom. C'est-tu vrai? Tu m'avais dit qu'il y avait une fille qui avait été importante pour toi dans ta reconstruction, dans ton rebound, avant de rencontrer France. Honnêtement, il y a eu plusieurs femmes de ces rencontres-là qui ont été importantes parce que de moment quand tu es défait, puis tu te demandes comment aimer, comment faire l'amour, tu es tout décloché. Là. Puis là, de moment puis cette fille-là, son espèce de tendresse avait été guérisseuse. Ah ouais. Avait été vraiment guérisseuse, tu sais. Puis, en tout cas, bref, c'est beau. Bref, je fais une parenthèse par rapport à André Bellec, c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui sont dans nos vies puis qui ont été si importants. Des fois, c'est 6 ans, des fois, c'est 1 heure. Des fois, tu rencontres quelqu'un 1 heure. Tu dis, ben voyons donc, tabarouette, j'avais cette question-là un matin. Ouais. Je croise par hasard Georges. Ben ouais. Puis, tac! En tout cas. Ça, c'est fascinant. Fascinant, ça. Moi, ces beaux hasards de la vie qu'on peut appeler la synchronicité. Ouais. Mais moi, plus de la synchronicité se manifeste dans ma vie, plus il y a de la magie et plus je dois l'écouter. Ben, ça, c'est fameux pour moi. Intuition, hein, se laisser... Yes. Ouais. Ça, c'est la... Oh, celle-là ici. Le samedi, ça. Tu aurais fait quoi en 2e choix si tu ne faisais pas le travail actuel? J'aurais été travailleur social. On est donc surpris. J'aurais été travailleur social. Définitivement. Je te crois. Travailleur social. Ça, c'est clair. Ma fille l'est. Oh, j'en ai pris 2, là. Ben, ça va être les 2 prochaines. As-tu des regrets? Si oui, oh, mon Dieu Seigneur. Hey, en direct de l'univers, c'était vraiment hot encore cette année. Puis à un moment donné, il n'y avait pas Loud qui était là. Puis il dit, j'aimerais ça me retrouver. Tu sais, il dit, quand on est à une croisée de chemin. Ouais. Puis il dit, à un moment donné, toi, tu as décidé d'aller à l'Est, mais qu'est-ce que j'aurais... Ma vie serait allée où si j'étais allé au Sud ou à l'Ouest ou au Nord? Ouais. Puis des fois, c'est ça. Des fois tu dis, j'aurais aimé... Je suis content de la vie que j'ai, vraiment très content, mais je me dis, j'aurais aimé ça voir où est-ce que ce chemin-là me... Mais as-tu un exemple parfait? Parce que la question, c'est, as-tu des regrets? Si oui, quels sont-ils? Ben, j'ai-tu des regrets? Ah, regarde. Je dis à mon psy l'autre jour, je dis, tabarnak, je pensais à certaines affaires, puis je vois un psy, tu sais. C'est dit. J'en avais besoin. C'est dit. Puis, je disais à mon psy, des fois, je pense à certains moments de ma vie. Je dis, mon Dieu, quel temps perdu. Il dit, Vincent, non. Puis, il est super, puis, tu sais, il dit, t'es ce que t'es la somme de tout ce que t'as fait. Ouais. OK? Et il dit, il n'y a pas de regret, là. Même avec le temps perdu que tu crois. Oui, que tu crois. Toi, tu penses que c'est du temps perdu, mais c'était pas du temps perdu que tu faisais, que tu vivais, là. C'était pas pantoute ça, là. Tu sais? Ça fait partie de toi. Ça fait partie de ton histoire. Ouais. Donc, il n'y a pas vraiment une intersection dans ta vie où tu as chiré à droite, mais tu aurais dû aller à gauche. Non, sincèrement, j'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets. Est-ce que je me serais investi de la même façon? Je sais pas. Tu sais. OK, il y a une autre question. Oui. Le bonheur, c'est quoi? Tabarouette. Le bonheur, c'est quoi, mon Jean-Marie? Moi, je te dirais que plus je vieillis, plus je suis convaincu de ça. C'est dans notre capacité d'être totalement présent au présent. D'être là. Pour moi, c'est ça le bonheur. Il n'y en a pas. Tu sais, des fois, les gens me disent, hey, c'est l'acteur, c'est quoi? Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un, un jeune, être là. Effectivement, tu as une technique à aller chercher là, à l'école, puis tout ça, là. Mais le secret, c'est d'être là avec l'autre. Puis de rebondir à ce que l'autre va te dire. C'est le secret du jeu d'acteur. Et c'est le secret pour moi de la vie. Je vais te poser une question. Je vais parler de mon père, ce qui n'arrivera pas nécessairement dans cette émission-là, mais si un gars qui était un satané de bon acteur, c'était mon père, il avait fait 0 école. Il avait 0 technique. Comment t'expliques sa présence? Duplessis, tabarnak! Duplessis, ton père! Exact. Donc, il n'y a pas de technique, mais c'était quoi? C'était cette capacité à être totalement là. Totalement là.
totalement présent. C'est sûr que ton père avait fait ses devoirs par rapport au personnage, puis il avait fait toute sa mécanique. Il y avait 40 ans de show business dans le corps, puis du musical, puis de la scène. Puis le musical, la gang du plateau là, qui a un peu, on va le dire, chié sur le musical, là, wake up, parce que c'est une méchante école, OK? Hey. Quand tu traverses ça, là, c'est comme les bûcherons, là, tu sais, je veux dire, c'est de la job. Donc, c'est la présence. La présence. D'être là, d'être présent. Être là. Puis là, de moment donné, tu dis, tu sais, je veux dire, je joue là au théâtre, là, puis de moment donné, tu dis, hey, il vient de m'envoyer ça de même. Là. Ben oui. Tac, OK, je peux pas y renvoyer ça comme hier, là. Non. Non, c'est une nouvelle affaire, là. Hey, c'est peut-être la même ligne, mais tu vas pas la dire de la même façon. Ben non. C'est le fun pour ça. C'est comme ça, la vie. Tu sais, je veux dire, t'es avec ta blonde, tu fais l'amour, là, puis à un moment donné, t'as pas quoi. Quelque chose de nouveau, là. Quelque chose de nouveau. Non, mais tu l'écoutes, là. Ouais. Sinon, OK, en tout cas. C'est le fun. Ta plus grande peur est de ne pas être en accord avec ce que je suis. Hey, ça vient de sortir tout seul. C'est beau. De pas être en accord. Ma plus grande peur, c'est beau, ça. De ne pas être en accord avec ce que je suis. Ça, c'est une citation, ça. Il faut l'écrire. Ma plus grande peur, de ne pas être en accord avec ce que je suis. Ouais. Là, on parle pas juste de présence, mais d'être intègre. OK. C'est un autre beau mot, ça, de l'intégrité. L'intégrité, c'est très drôle parce que moi, j'amène beaucoup à table avec mes enfants des questions éthiques. Papa éthique, tu disais tantôt, c'est dans ça. Ton texto? Papa éthique. Et il rit vraiment de moi par rapport à ça. Il rit. Puis des fois, je leur mets ça à table des affaires. Par exemple, je peux leur mettre ça à table une contradiction que j'ai eue dans la journée. OK. Tac! J'ai eu une contradiction, moi, aujourd'hui. Tac! Vous autres, en avez-vous des contradictions de m'amener? Et des fois, ils me regardent et disent ils ont quel âge, tes enfants? De quel âge? Mon Théo vient d'avoir 16 ans, ma Juliette a 18, puis j'ai Manu qui a 26, puis ma fille aînée qui a 30 ans. OK. Bon. C'est quand même un bon gap. Ouais, j'ai un bon gap. Mais tu as plusieurs... Générations, mais tu as aussi plusieurs réalités de jeunes là où ils sont rendus, que tu as eu toi aussi, que France a eu. On l'a tous eu 16 ans, 18 ans, peu importe. Ouais. Mais tes enfants, ils te trouvent-tu intense? Ben, ils me trouvent-tu intense? Ben, c'est-à-dire que... Ils me trouvent-tu intense? Ben, je pense qu'ils me trouvent vivant. OK. Tu sais, moi, je vis, là, avec une fille. Je me lève le matin dans une maison, puis je sais pas si je vais être dans la même maison le soir, là. France Baudouin, c'est ça, là. Voyons! France Baudouin. Ça peut être un tsunami de même, là. France Baudouin, là, elle a l'air hyper cool. Elle est hyper cool. Ben oui. OK? Mais aucun défi à son épreuve, là. C'est hot, ça. Mais ça, oui. T'es tout le temps sur le bout de ta chaise. Man, moi, là, je ne m'ennuie jamais. Tu sais, il y a qui m'a dit ça l'autre jour? Hey, ça fait 22 ans que vous êtes ensemble. Ah, ben ouais, tu dois t'ennuyer des fois. Tu m'ennuies? Es-tu fou? Hey, je dis des fois, j'aurais besoin de m'ennuyer. Viens passer une fin de semaine. C'est le fun. OK, une autre question. Ouais. OK. Oh, c'est une large, celle-là. C'est une large. Qu'est-ce qui sera écrit sur ta pierre tombale, l'épitaphe? Oh, mon Dieu. Oh, que c'est beau, ça. Ce qui vient, c'est... Mon Dieu, il a fait de son mieux. Ça serait quoi? Il a beaucoup aimé. Qu'il repose en paix. Et c'est bien mérité. Hey, le gros, qu'il repose en paix. Non, mais il a aimé sa vie. Cet homme a franchement aimé sa vie. Oh, c'est beau, ça. Ouais, je dirais ça. Cet homme a franchement aimé sa vie. Sincèrement, j'ai franchement aimé ma vie. Ouais. Cet homme a franchement... Ouais. D'autant plus que j'étais tondeur de gazon au cimetière Côte-des-Neiges, puis je les lisais, les pierres tombales. J'ai été ma première job. Ah ouais. À 15 ans, 14-15 ans, là. C'est ça, je fauchais le gazon, puis je tondais le gazon. La présence de la mort est là depuis longtemps dans ta vie. La présence de la mort, puis je m'empêche sincèrement de t'exprimer tout ce que j'ai vécu enfant par rapport à ça, OK? Parce que une des fois où je me suis mis le plus dans marde dans ma vie, c'est
un jour où j'ai partagé des affaires très, très, très personnelles par rapport à des affaires que j'ai vécues enfant. Mm-hmm. Tu sais que souvent on dit, dans l'enfance, les enfants voient des affaires que les adultes ne voient pas nécessairement. Écoute, moi, ce que je peux te dire, c'est que ma vie d'enfant était peuplée d'univers riche, on va dire ça. On va dire, pour me préserver, on va dire inventer. Tu me parles en métaphore. Oui. Tu as une raison? Bien, parce que je pense que le territoire le plus sacré est le territoire de la spiritualité. Un des territoires les plus sacrés est le territoire de la spiritualité ou de la vie intérieure. Mm-hmm. Et que quand tu commences à te confier là-dessus, Mm-hmm. c'est dur. Ça peut être dur. Tu peux avoir des retours durs. Moi, j'ai eu quelque chose de très, 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 très dur par rapport à ça. Puis je le nommerai pas. Tu peux pas élaborer, mais tu avais quel âge, ça? C'est un événement qui remonte à quand? J'avais dit quelque chose en entrevue. OK. J'avais dit quelque chose en entrevue que ça fait partie des regrets que j'aurais pas dû dire. OK. Que j'aurais pas dû dire, mais ce que je peux dire, c'est que mon rapport à la mort date depuis longtemps. Puis il se trouve que j'ai réanimé un enfant. Hein. Moi, j'ai réanimé moi, j'ai un de mes enfants qui était parti, là. Oh, wow. Donc, la mort, je l'ai senti souvent dans ma vie, puis je l'ai senti dans mes mains. Mm. Puis j'ai eu l'immense chance que l'enfant, mon enfant est revenu. Mais c'est effroyable de sentir ça et c'est miraculeux quand tu sens la vie revenir. Oh. Mais quand tu sens la vie revenir, je peux te dire que je priais en tabarnak. En faisant mes manipulations, là, je peux te dire que je priais. Je priais mon père, je priais. Ouais. Je suis devenu comme... quand mon fils est parti, là, je suis devenu, je sais pas comment dire, je suis rentré dans une espèce de canal où je faisais des manipulations que j'avais appris à l'époque, en piscine, là, quand j'étais lifeguard, là, pas lifeguard, là, mais quand je faisais mes cours de sauvetage. Puis je priais mon père en même temps. J'étais sur bien des affaires. Tu avais bien des canaux. J'avais bien du canal ouvert, ouais. Mais j'ai craché 2 mois après. Là. Ouais. Mais tu as vu la vie quitter certaines personnes? J'ai vu la vie quitter, puis j'ai vu la vie revenir. Oh. C'est une des plus grandes chances que j'ai eues dans ma vie. Tu peux bien vouloir triper. Tu peux bien triper sur la mort et de vouloir faire des projets sur les morts imminentes. On va y revenir. Il me reste très peu de temps. Je vais terminer avec la dernière question. Tu vas me dire qu'est-ce qui vient avec les 3 petits points. Vincent Gratton, c'est 3 petits points. Un paquet de troubles. OK. Mais moi, j'ajoute rien sauf que je fais te dire une chose. Avec ta définition de l'amitié, je te prendrais comme ami. Même si t'es un paquet de troubles. C'est bon, ça? Merci. Merci, Vincent Gratton. Alors, cette émission... Ah, une belle heure, hein? Ça passe vite. Une belle heure. Belle heure. Alors, merci, merci, mon ami. Oui. Merci, mon ami. Porte-parole, c'est une idée originale de Marie-Philippe Lemarbre et de moi-même, Jean-Marie Lapointe. Le directeur radio, Philippe Lapointe. Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion. Mathieu Tessier à la mise en onde, Gerly Ormelet pour les réseaux sociaux. Ici Jean-Marie Lapointe. Merci d'avoir été à l'écoute de Porte-Parole. On se dit à bientôt.